Bonjour à tous, cette fois je garde le micro. On va vous faire une petite présentation d'un projet sur lequel on travaille depuis bientôt 3 ans, un projet Eurotransmédia. Pierre, Sarah, vous pouvez venir? Enfin, on va avoir voilà, les différents... le team. Sarah? Johanna? Johanna et Alain, Alain? peut-être. Allez sur la scène. C'est le team du projet Eurotransmédia sur lequel on travaille depuis septembre 2013. Donc Voilà, plus de 2 ans et demi. Il manque nos amis de Barcelone. Estoniens, nos amis de Barcelone. Nos amis estoniens. Voilà. Voilà. Et donc une partie de l'équipe, Alain de Pleine Commune, je vous présenterai plus tard le consortium, Sarah de Média Evolution, suédois, Pierre de Twist, donc de Belgique, et Johanna de Cap Digital, de la région parisienne. Vous pouvez peut-être retourner vous asseoir, c'était pour vous présenter, c'est gentil. Oui, alors cet après-midi, il y aura un atelier, d'ailleurs, vous l'avez sûrement vu sur le programme, d'expérimentation transmédia, qui sera donc animé par Sarah de Média Evolution. Ici, voilà. Bon, je vous remercie, vous pouvez... Oui, l'atelier de cet après-midi sera en anglais, du coup. Alors, pour vous... Merci. Donc c'est un petit peu difficile de résumer en 5-10 minutes 3 ans de travail, mais je vais quand même essayer de vous présenter dans les grandes lignes ce qu'on a fait depuis tout ce temps, les quelques éléments de diagnostic et les résultats qu'on a, et puis surtout les actions en cours, qui est peut-être le plus intéressant pour vous. Donc qu'est-ce qu'Eurotransmédia? C'est un projet financé par la Commission européenne, ce qui était dans le cadre d'une Coordination and Support Action. Donc dans le FP7, le FP7 c'était le 7e programme d'innovation de la Commission européenne, qui était entre 2007 et 2013. Et donc il est terminé depuis. Maintenant c'est le programme H2020 qui lui a succédé, donc Horizon 2020, qui sera pour les prochaines années. Le projet a débuté donc le 1er septembre 2013, il finira fin août 2016, avec un budget de près de 2 millions d'euros pour 8 partenaires, et un consortium donc de partenaires européens. Vous les avez ici, donc comme on vous l'a dit, les Estoniens et Barcelona Media, notre partenaire espagnol, ne sont pas là aujourd'hui, mais tous les autres sont présents dans la salle. Et donc un consortium fait de plusieurs pays. En plus des différents partenaires membres du consortium, nous sommes soutenus par un advisory board qui nous permet d'avoir un premier élément de retour de l'industrie à un haut niveau, j'ai envie de dire, parce que vous voyez que l'advisory board est assez prestigieux quand même, à la fois dans les technologies comme dans les contenus. On a Robert Pratten qui est un des pontes du transmédia, François Pernaud de Média Participation, qui est toute la partie autour des franchises de la bande dessinée en Belgique, etc. Et donc ces gens étaient là à la fois pour nous donner un premier feedback sur le travail qu'on faisait, et puis nous conseiller, et bien sûr on s'est servi de leur connaissance dans la rédaction du projet. La première phase du projet a duré environ 18 mois. Ça a été la phase d'étude. Ça a commencé avec une analyse SWOT, que vous voyez présenté ici. Donc, ici, c'est assez sommaire, mais ça donne lieu à un livrable d'une 50aine de pages. Peut-être pour vous donner quelques éléments qu'on a diagnostiqués. Il faut savoir que pour tout le travail qu'on a fait là-dessus, on a eu une approche vraiment bottom-up, c'est-à-dire qu'on est parti des entreprises de la filière ou des organismes de formation, des universités, etc. On a vraiment eu la démarche d'aller les chercher, de les faire participer, que ce soit par des tables rondes, des interviews, des ateliers, etc. Mais vraiment de faire remonter le diagnostic du concret, de la filière, et pas d'avoir dès le départ une analyse un petit peu méta et qui descendrait. Donc sur les forces de la filière transmédia, la première qu'on a identifiée, c'est qu'il y a un réel intérêt des entreprises, une volonté de s'impliquer dans ces nouvelles formes de création.
Et en France surtout, il y a quand même aussi une volonté des pouvoirs publics de financer dans une certaine mesure l'innovation dans les contenus et dans ces nouvelles formes de création. C'est renforcé par des opportunités, donc les nouveaux canaux de distribution, tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Bien sûr, la montée en importance du rôle de l'utilisateur, c'est-à-dire que dans le transmédia, de la même façon qu'on a une approche bottom-up, l'utilisateur est vraiment placé au centre du processus de création. Pardon. Donc au centre du processus créatif. Tout se base sur lui, j'ai envie de dire, donc que ce soit les interfaces, la conception des parcours, etc. Il reprend vraiment un rôle dans le processus créatif. On le voit avec la montée voilà, en importance aussi de ce qu'on appelait l'UX, donc l'expérience utilisateur. Dans les opportunités, il y a aussi de nouvelles formes de financement et de nouveaux business models. Nouveaux business models essentiellement inspirés du monde d'Internet, des startups et des jeux vidéo. Et parmi, je ne vais pas tout vous présenter, parmi les faiblesses principales, ce qu'on a identifié, c'est un manque des acteurs de la filière, enfin de la part, chez les acteurs de la filière plutôt, un manque de vision commune et un manque de collaboration. Donc il y a quand même des acteurs, mais ils sont nombreux, ils sont morcelés, et il n'y a pas forcément cette démarche de travailler ensemble et d'essayer de faire avancer les choses. Donc ça, il faut savoir, le SWOT, c'est une analyse qu'on a fait en 2013. Les choses ont déjà évolué depuis. On voit que c'est un secteur assez moderne, et donc les choses vont très vite. De cette analyse SWOT, on a sorti ensuite, toujours avec cette approche bottom-up, donc en faisant remonter les avis des entreprises, un vision document, c'est-à-dire on a fait un état, dans un premier lieu, un état de l'art du secteur, voilà où on en est, et maintenant ce vision document, c'est où est-ce qu'on veut aller en 2020, en 2030, dans le futur, dans le développement du transmédia. Parmi donc dans ce Vision Document, je vous ai indiqué quelques éléments qui sont là. Le document lui-même est disponible au Rez-de-Jardin et sur notre site, au Rez-de-Jardin en print et sur notre site internet en PDF. Je vous invite à le consulter, c'est en anglais. C'est assez intéressant. Il y a des éléments de vision sur plusieurs sujets, artistiques, business, technologie, etc. Donc là, je vais vous en donner quelques-uns. Le gros morceau, c'est quand même cette nouvelle audience. Je vous en ai parlé un petit peu auparavant. La montée en puissance du rôle de l'utilisateur. L'audience maintenant est active, interactive. Elle est partie intégrante de la chaîne de création. Elle veut s'impliquer, elle veut qu'on l'écoute et elle a envie de participer. Donc sur ces éléments de vision artistique, ces consommateurs, cette nouvelle audience ont aussi des nouvelles attentes. Ils veulent une interface permanente avec le contenu. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une série avec un épisode par semaine, on est vraiment sur je peux avoir accès à du contenu, à du nouveau contenu, à des nouvelles choses en permanence par rapport à ce que je regarde ou ce que j'écoute, peu importe. Mais il faut que j'ai cette interface avec le contenu. Donc on a développé cette notion de layered reality, donc on aurait comment dire, un petit peu comme un gâteau, voilà, avec des couches, on aurait la réalité réelle, qui est celle dans laquelle on vit, et puis des niveaux de réalité virtuelle où on aurait des niveaux de connexion différentes avec ce contenu. C'est rendu possible par des choses comme la miniaturisation, le wearable computing, l'internet des objets, etc. Sur les éléments de vision technique, un des gros points qui arrivera dans le futur, ce sera l'interopérabilité des formats. Donc les contenus seront consommables de façon neutre, quel que soit le support de diffusion. Disons que sur les éléments techniques, il n'y a pas eu vraiment, on n'a pas identifié de blocage, on y reviendra, mais pas de blocage technique profond qui gêne le développement du secteur. Et ensuite, sur le business, donc tout ce qui est autour des nouveaux business models, inspirés du jeu vidéo et du monde d'Internet, comme je vous l'ai dit. On finit avec quand même une transformation des métiers et des compétences. Donc, on réfléchit plus maintenant en termes vraiment de métiers, mais vraiment en termes de compétences. Les gens qui travaillent dans le transmédia vont chercher des compétences là où ils ont besoin. C'est une filière qui demande beaucoup de compétences très diverses, que ce soit du graphisme, de la création de contenu, des codeurs, des gens qui savent faire des interfaces web, etc. Et donc on assiste à l'arrivée de profils très très mixtes dans ce secteur. De cette vision,
on a dégagé des challenges et des bottlenecks, donc ce sont des défis que l'on va devoir surmonter pour arriver à la vision qu'on espérait. Les principaux défis du transmédia, donc vous en avez la liste ici sur la droite. Ce document aussi, donc, qui était dans le Search Research Agenda, donc l'agenda de recherche qu'on a établi dans le cadre de Retransmédia, est disponible sur le site de Retransmédia. Si vous voulez plus de détails sur tous ces challenges qui sont listés, voilà, moi je vous ai sorti les principaux sur la gauche, donc comment assurer et comment favoriser l'engagement utilisateur, quels sont les nouveaux business models et comment en tirer profit. Un challenge très important dont on n'a pas encore parlé, la mesure d'audience, qui est intimement liée au business model, avec ses multiples canaux de diffusion, avec ses nouveaux supports, comment savoir qui regarde quoi, à quel moment et les niveaux d'engagement. Et puis bien sûr, la nécessité de nouvelles formes d'organisation et de collaboration transsectorielle, donc des nouvelles formes d'organisation à la fois à l'intérieur des entreprises, plus souples, avec des méthodes agiles, et plus de collaboration transsectorielle, donc entre les différents secteurs impliqués donc, dans la filière transmédia. On continue avec le plan d'action conjoint. Donc ce plan d'action, c'est la réponse. À nouveau, tous les livrables ont une logique dans ce projet Retransmédia. C'est la réponse à justement comment s'attaquer aux défis que je vous ai présentés concrètement et faire en sorte voilà, d'impliquer les sociétés dans la résolution de ces défis. Donc on a mis en place plusieurs actions depuis quelques mois, enfin bientôt un an. La première, c'est de trouver une nouvelle méthodologie de mesure d'audience, ou au moins de l'étudier. C'est une action qui est faite par nos partenaires de Twist. Une nouvelle législation ou l'harmonisation des législations européennes sur le financement participatif, qui est un problème quand on essaye de financer un projet sur une coproduction, par exemple avec plusieurs pays, où les législations des différents pays ne sont pas forcément cohérentes entre elles. La mise en place d'un fonds convergent pour financer la création transmédia. Qu'est-ce qu'on entend par fonds convergent? C'est vraiment un fonds à la rencontre des contenus et des technologies. Les expérimentations transmédia, donc vous pourrez avoir un exemple cet après-midi dans l'atelier de Sarah. De l'étude sur les nouveaux business models et la promotion de la culture européenne par le transmédia. Et aujourd'hui, on va vous faire un focus sur ces 4 dernières actions. Donc l'Observatoire du transmédia et les challenges transmédia que Johanna va vous présenter. Le Master européen de transmédia et la mise en place d'une plateforme d'intermédiation d'API. Je vais commencer avec le Master transmédia. Donc c'est le titre, c'est le European Transmedia Institute Initiative. Et ça, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la réponse qu'on a déposée avec des partenaires de Retransmédia à un appel à projet, un nouvel appel à projet de la Commission européenne qui s'appelle Erasmus Plus Knowledge Alliance et qui a un triple objectif. Donc, au niveau des partenaires impliqués, on a 3 clusters de Retransmédia, donc le pôle Twist, nos partenaires belges, et Eurecat, donc Barcelona Media, qui a changé de nom au cours du projet. Et on a regroupé autour de ces 3 clusters des entreprises et des organismes de formation pour avoir vraiment tous les domaines d'expertise nécessaires à l'élaboration d'une formation cohérente. Cette réponse à l'appel à projet qui a été déposée il n'y a même pas un mois, là, dont on aura la réponse en juillet, a un triple objectif. Donc ça prévoit 2 ans de travail pour, au bout de ces 2 ans, avoir créé un institut européen du transmédia qui, lui, va chapeauter la création d'une plateforme pédagogique collaborative, donc qui sera utilisée dans le master pour faire travailler les étudiants, mais aussi plus tard pour avoir une base de données de connaissances sur le transmédia. Cette plateforme va être designée pendant le projet, mais elle ne sera pas mise en place avant la fin de ces 2 ans. Et enfin, la mise en place d'un curriculum européen, donc en se servant déjà des cours et des spécificités présents, je vais y revenir dans 30 secondes, présents dans toutes les régions, essayer d'harmoniser un diplôme, ce sera sûrement dans un second temps, mais au moins proposer un parcours européen aux étudiants
pour qu'ils puissent se déplacer dans les différentes régions qui font partie du consortium et donc suivre des cours ou mener des projets dans ces différentes régions. La façon dont on a conçu ce parcours, c'est avec des fortes spécificités régionales. C'est-à-dire qu'on s'est dit, chaque région, bien sûr, c'est faire du transmédia, mais chaque région a des forces dans des domaines spécifiques et on va tirer parti de ces forces pour proposer un enseignement le meilleur possible pour les étudiants. Donc pour la région parisienne, par exemple, on avait envisagé tout ce qui était autour de l'audiovisuel et de l'investigation. Pour la région espagnole, donc la région de Barcelone, c'était plutôt tourné autour du sport. Et enfin, pour la Belgique, l'édition avec la force de puissance de Média Participation dans ce domaine. Média Participation, donc, qui gère toutes les licences BD belges. Donc du coup, tirer parti des différentes spécificités, des différentes forces de ces régions. La même chose pour les universités, où chaque université a aussi ses spécificités. Et donc proposer aux étudiants européens de faire le tour un petit peu de ces différentes régions, de prendre le meilleur de tout ce qui est disponible, et puis à la fin, peut-être pas au bout des 2 ans, mais à plus long terme, d'être diplômé d'un master unique, donc de tous les partenaires du consortium. On va continuer avec l'Observatoire du Transmédia. Bonjour, je suis Johanna Castel, chargée de mission au pôle de compétitivité Cap Digital. Alors je vais vous présenter rapidement l'action Observatoire du Transmédia. En fait, on s'est rendu compte avec différentes discussions dans les groupes de travail que ces professionnels souhaitaient un moyen d'être informés rapidement de toutes les actualités du transmédia en Europe et à l'international. Et il n'y avait pas vraiment une possibilité d'agréger toutes les sources de contenu à propos du transmédia et des nouveaux formats. Donc on a créé un format qui est donc une lettre de veille mensuelle qui est accessible gratuitement sur le site d'Eurotransmédia et aussi sur notre groupe LinkedIn que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Voilà, donc on a ce format qui est très rapidement lisible, ça fait 5 à 6 pages maximum. On scrolle dans l'actualité, on agrège différentes sources de contenu. Alors, donc évidemment on a des outils de veille pour faire ça, mais on fonctionne aussi avec l'intelligence de nos partenaires qui nous font remonter du contenu. Et ça fonctionne aussi encore mieux si vous faites remonter aussi de l'intelligence à vous, c'est-à-dire que si vous avez des projets que vous souhaiteriez faire figurer dans la lettre de veille, des sources de financement qu'on n'aurait pas forcément identifiées, n'hésitez pas à vous faire remonter les projets. Donc comment ça se présente? On a un édito qu'on réalise soit nous-mêmes en interne, soit qu'on fait réaliser par des experts. On a différentes rubriques qui sont des rubriques sur de la veille en termes de technologie, de dispositifs transmédia, de financement et des nominations. Et on a aussi, quand on peut, des actualités Eurotransmédia qu'on fait figurer aussi là-dessus. Pour le moment, on a 2 éditions qui sont sorties. Un qui a un focus sur le Forum Blanc, où on était présent, donc on a effectivement fait un petit éclairage sur le Forum Blanc. Le 3e est en préparation, devrait sortir la semaine prochaine. Voilà, donc l'objectif c'est de répliquer tous les mois cette lettre de veille. Voilà, donc je vous invite à aller la découvrir et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, remarques, et puis si vous souhaitez ajouter du contenu, on sera ravis de le mettre à la lettre de veille. Donc on essaye de couvrir effectivement tous les pays du consortium, mais aussi au-delà, et on ouvre aussi à l'international avec de beaux projets un peu partout, sur tous les continents. La deuxième action qu'on mène, c'est les challenges transmédia. Les challenges transmédia, en fait, on est aussi parti du constat que dans les nouvelles opportunités qu'on vous a signalées auparavant dans la SWOT, il y avait des opportunités en termes de nouveaux champs à explorer, c'est-à-dire tourisme, ville intelligente, retail. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire ici pour essayer d'impliquer des grands comptes ou des industries culturelles qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler sur des thématiques transmédia. C'est un projet un peu pilote, dans le sens où là, on est en train de faire de la prospection pour des entreprises qui n'ont jamais entendu parler
parler de transmédia, donc c'est assez intéressant aussi de leur présenter le projet et le concept. Donc l'idée, c'est de travailler avec ce grand compte, ce partenaire, à l'identification d'une problématique qui dépasse les campagnes de communication innovantes. En fait, on essaye de ne pas travailler uniquement sur de la communication corporate, mais sur une problématique en termes d'expérience utilisateur, en termes d'immersivité, en termes d'engagement, de fidélisation, enfin, une problématique auquel des sociétés innovantes du transmédia pourraient répondre. Donc l'idée, c'est effectivement d'organiser toutes les bases de la mise en relation de ces entreprises-là avec nos sociétés qui innovent dans le transmédia. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, on définit le besoin avec le partenaire. On lance ensuite un appel à projet de manière ciblée ou de manière plutôt large. Ça dépend aussi de la confidentialité de la problématique. On fait un sourcing. On est en train de constituer aussi un comité d'experts du transmédia. On va bien évidemment s'appuyer sur l'advisory board, mais en fonction des thématiques, on va aussi puiser dans le réseau d'experts de Cap Digital et des différents clusters. On va préparer au pitch et on va organiser le challenge et le suivi, c'est-à-dire qu'on va faire un rendez-vous de diagnostic et après un rendez-vous de suivi à mi-parcours du challenge. Donc là, à date, on est en phase de discussion très avancée avec un acteur qui est dans le domaine du tourisme et de la muséographie et qui souhaiterait travailler sur des thématiques liées au patrimoine en péril et comment mettre en avant justement ces thématiques. Donc pour l'instant, on ne donne pas forcément encore le nom ni le brief de cette structure, mais voilà, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, on serait ravis on est en discussion avec eux, on serait ravis que ça aboutisse pour pouvoir vous inviter à participer à ce challenge. Effectivement, sur le challenge, après, nous, on va être sur la mise en relation. On va demander aux boîtes qui sont sélectionnées de faire un rapide brief de la façon dont ils voient la réponse à cette problématique. Mais tout ce qui sera, après travail avec l'institution, fera l'objet d'une contractualisation classique pour laquelle nous, on n'intervient pas. On sera dans le suivi, mais effectivement, après, l'objectif, c'est quand même qu'il y ait du business qui se fasse derrière, que vous ayez de nouvelles sources, de nouvelles externalités, nouvelles clientèles. Voilà. Donc, on espère pouvoir sécuriser ce premier partenaire dans le mois qui arrive et on travaille bien évidemment à la sécurisation d'autres partenaires. Donc si vous avez des questions plus précisément sur l'objectif, sur la méthodologie, n'hésitez pas à venir me voir à la suite de cette présentation. Donc voilà, rapidement, et on l'espère, cette expérimentation est source de succès, on espère pouvoir en faire un showcase à Futur en Scène, qui est le festival du numérique qu'on organise chaque année au mois de juin. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner les dates, cette année du 9 au 12 juin. Et il y aura un cycle transmédia, et Eurotransmédia sera présent à cette occasion. Si un premier challenge aboutit à cette date-là, on sera ravis de pouvoir partager avec vous cette success story à l'occasion de Futur en Scène. Et on va vous présenter la dernière action, qui est donc la mise en place d'une plateforme d'intermédiation d'API. Bonjour, je suis Stéphane Gauthier, édition.fr. J'accompagne les entreprises dans l'évolution des médias vers le transmédia. Et donc, cette action Happy Screen que l'on a initiée au sein du pôle Média Grand Paris a pour but d'accompagner cette mutation. Alors, aujourd'hui, quand on regarde quel est l'impact du digital, on s'aperçoit que, évidemment, il impacte en diffusion, puisque les modes de diffusion se sont considérablement élargis avec de nouveaux formats et de nouvelles normes. Mais ça impacte aussi au travers d'interactions, puisque de plus en plus, il y a des interactions entre les programmes qui sont diffusés et le public qui le reçoit au travers des réseaux et au travers de toutes les possibilités d'interactivité qui existent dans les offres transmédia. Et tout ça a un impact direct sur la manière de produire. Et donc, au final, l'objectif, c'est de trouver de nouvelles monétisations et de nouveaux business models qui soient efficients. Et c'est ce qui nous amène à faire accompagner une évolution qui est qu'aujourd'hui, certains vous diront le numérique, moi j'utilise le digital, j'utilise déjà. Mon scénariste travaille avec Word, mon castor travaille avec Excel et ainsi de suite. Toutes ces étapes que vous avez là, aujourd'hui, intègrent déjà le numérique. Et donc permettent de sortir au final un programme TV qui est livré à la chaîne. Le problème, c'est quand la chaîne de télévision commence à vous dire « Eh bien, on aimerait avoir plus ». Aller sur d'autres réseaux, sur d'autres supports. Et donc là, il faut qu'on travaille avec un workflow, c'est-à-dire faire que l'ensemble de ces étapes
permettent de générer des métadonnées et des allers-retours d'une étape à une autre. Et donc, à partir du moment où vous avez ce genre d'outils, eh bien, vous pouvez commencer à sortir de manière beaucoup plus efficiente et beaucoup plus économique les supports qui vont sur d'autres business models, des formats courts, des extraits, aller sur les réseaux sociaux, faire une application deuxième écran et ainsi de suite. Et évidemment, tout ça peut impacter également votre production audiovisuelle pour l'enrichir et faire qu'elle évolue au fil de l'eau. Alors, pour faire ce workflow, aujourd'hui, vous avez essentiellement deux solutions. Soit vous faites appel à un éditeur, et donc vous serez dans une logique de licence, mais vous serez aussi dans une logique propriétaire. Donc, quand vous faites le choix de l'un, généralement, c'est assez compliqué de travailler avec l'autre. Ou alors, vous avez de nombreux fournisseurs de services qui vous proposent des API. Et à partir de ces API, en choisissant ces API, en faisant un développement spécifique, vous arriverez à développer votre propre workflow. Simplement, chaque fois que vous allez vouloir changer de fournisseur de services pour une de ces fonctions, vous êtes obligé de reprendre le développement de votre workflow pour remplacer l'API du premier par l'API du deuxième. Eh bien, c'est très exactement là où Apiscreen vient se positionner. Alors, ce schéma, je vous le présenterai beaucoup plus en détail cet après-midi puisque nous avons un atelier pour vous le présenter. Mais en quelques mots, le principe, c'est quoi? Eh bien, c'est de décorréler les fonctionnalités des fournisseurs de services. Vous voyez que dans Apiscreen, j'ai un catalogue d'API génériques qui vont intégrer des fonctions qui sont spécifiques au métier de l'audiovisuel. Et donc, quand je vais développer mon application, je vais la développer à partir d'API qui sont génériques. Et une fois que mon application existe, c'est au sein de l'application Apiscreen que je vais faire le choix de mon fournisseur de service. Ce qui veut dire que je peux très bien démarrer avec un stockage chez Google, et puis en cours de vie du projet, décider de le faire migrer vers du Amazon ou vers des solutions privées. Et dans ce cas-là, je n'aurai qu'à changer dans ma plateforme le fournisseur de service. Mon workflow reste le même et mes process restent strictement les mêmes. Et puis l'autre atout de ce genre de cette plateforme, c'est que l'ensemble du monitoring des ressources que vous allez utiliser chez vos fournisseurs de services se retrouve au sein de la plateforme sous forme d'outils simples de contrôle au lieu d'avoir à aller chercher chez chacun de ces fournisseurs de services quelle est votre consommation en termes de ressources. Donc voilà quel est le projet Apiscreen que l'on a initié au sein du pôle Média Grand Paris dans le prolongement de Eurotransmédia.